Ils m'ont dit, financièrement, tu te débrouilles seul. Puis, une semaine plus tard, ils ont remis les clés d'un appartement à ma sœur, 2 chambres, vue sur le lac, un ruban sur la porte. Personne n'a demandé si j'avais de quoi payer mon loyer. Personne n'a remarqué quand j'ai disparu. 4 ans plus tard, mon nom a fait la une de Forbes, et mes recherches ont tout changé. C'est alors que ma mère s'est pointée, sans invitation, souriant comme si elle était chez elle. Elle a dit qu'elle était venue fêter ça. Mais dans son sac à main, il y avait un bout de papier qui a glacé mon sang. Je pensais qu'elle voulait le pardon. Elle voulait autre chose, quelque chose qui valait exactement $1 million. Je m'appelle Linda Hay. J'ai grandi dans une maison qui avait l'air normal depuis la rue. 2 étages, des et bien taillés. Le genre d'endroit où les voisins faisaient un signe de la main depuis leurs allées et disaient « une belle famille ». À l'intérieur, cependant, c'était comme vivre dans une pièce de théâtre où j'étais la doublure qui ne montait jamais sur scène. Ma mère, Margaret, dirigeait la maison comme une metteuse en scène avec une actrice préférée, ma sœur, Sophie. Chaque conversation revenait à elle. Chaque photo sur la cheminée l'avait au centre. Si j'étais dans le cadre, c'était par accident. Sophie brillait de 1000 feux. Elle était la danseuse, la petite fille, celle que maman appelait son miracle. Quand elle se produisait, papa se levait pour l'enregistrer. Quand je ramenais des A, il ne levait même pas les yeux de son journal. Maman disait, on ne se vante pas dans cette maison, Linda, mais bizarrement, se vanter de Sophie, c'était bien. À 16 ans, Sophie a eu une voiture avec un ruban rouge. J'ai eu son ancien abonnement de bus et un rappel de devoir être reconnaissante. Le dîner était le même scénario tous les soirs, papa parlant du travail, maman louant Sophie, moi débarrassant les assiettes en faisant semblant de m'en fiche. L'odeur du détergent au citron est devenue le parfum de l'invisibilité. Je me disais que j'étais forte, qu'être invisible signifiait que j'étais indépendante. Mais même à ce moment-là, je savais que c'était un mensonge. Quand j'ai été accepté à l'université, j'ai répété ma demande d'aide pour les frais de scolarité pendant des jours. J'ai attendu que papa soit détendu, le journal plié, la télévision bourdonnant doucement. J'aurais besoin d'aide pour le logement et la pension, ai-je dit avec précaution. Maman n'a pas levé les yeux de son panier à linge. Papa a juste marmonné, tu as des bourses, n'est-ce pas? Tu as 18 ans maintenant. Tu te débrouilleras. Ces mots ont tranché plus profondément qu'ils ne le laissaient entendre, financièrement, tu te débrouilles seul. Cette nuit-là, j'ai rempli des formulaires de prêt sous une faible lampe pendant que Sophie dormait paisiblement de l'autre côté du couloir. Je n'étais pas en colère, juste vide, comme si une porte s'était fermée doucement, et personne n'avait remarqué que j'étais toujours debout dehors. L'université était un flou de laboratoire, de ramen et de petits boulots. J'ai envoyé de courts SMS à la maison au début, espérant toujours que quelqu'un demanderait si j'allais bien. Ils ne l'ont pas fait. Le chat de groupe familial n'arrêtait pas de briller, les nouvelles robes de Sophie, les vacances de Sophie, les fiançailles de Sophie avec un type aux cheveux parfaits. J'ai appris à désactiver les notifications. Quand le docteur Elena Cruz m'a prise comme assistante de recherche, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau, être vue. Elle m'a appelée méticuleuse. Elle a dit, tu ne te contentes pas de suivre les instructions, tu réfléchis. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Elle m'a initié au rythme tranquille du laboratoire, au bourdonnement des centrifugeuses, à l'odeur propre de l'éthanol, aux petits frissons quand une expérience fonctionnait. C'était le premier endroit qui n'exigeait pas que je me réduise. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais construit un mur de calme autour de moi. J'avais cessé d'attendre l'approbation, cessé de demander de l'aide. Je croyais que j'étais libre d'eux jusqu'à ce qu'une photo brise cette illusion. Sophie encore, une clé d'appartement à la main, un lac scintillant derrière elle. Légende, joyeux 21e anniversaire, ma chérie. Et en arrière-plan, un ruban rouge, la même teinte que celui qu'elle avait eu sur sa voiture il y a des années. C'est alors que j'ai réalisé que certains cadeaux ne cessent pas de faire mal, ils changent juste de forme. La photo m'a traversé plus silencieusement que la colère ne pourrait jamais le faire. Je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas appelé. J'ai juste regardé ce ruban rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. C'était la même teinte que chaque fois qu'ils avaient célébré Sophie, comme si la couleur elle-même avait été réservée à ses victoires. 2 chambres, des comptoirs en granit, vus sur le lac. Le message disait tout. Il n'y avait pas un seul message demandant « Comment vas-tu, Linda ?»
J'ai posé le téléphone, face contre terre, et je suis retourné à mes notes, enregistrant les taux de dissolution des polymères comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose de définitif. Après cela, la maison a cessé d'être un lieu et est devenue un concept que j'avais dépassé. Ma bourse couvrait le loyer d'un appartement au sous-sol du campus. Murs fins, tuyaux bourdonnants, la légère odeur de nouilles instantanées qui ne partait jamais. J'ai passé des nuits au laboratoire à chasser les chiffres au lieu de dormir. Le docteur Cruz venait me voir, me demandant si je prenais une pause. Je haussais les épaules, les pauses coûtent cher. Elle souriait tristement, comme si elle savait que cette phrase signifiait plus que ce que je disais. Le semestre suivant, elle m'a convoqué dans son bureau. Chaleureux, lumineux, des livres empilés dans un doux chaos, une tasse de café à moitié terminée à côté de son ordinateur portable. Linda, a-t-elle dit, tu es différente ces derniers temps. Pas dans le mauvais sens, juste concentrée. Quoi que tu poursuives, j'espère que c'est pour toi, pas contre quelqu'un d'autre. Je voulais dire que c'était les deux, mais j'ai juste hoché la tête. Quand Stanford m'a offert un poste de doctorat entièrement financé, je n'en ai pas parlé à mes parents. Je n'en ai même pas parlé à Sophie. J'ai emballé ma voiture, une Honda cabossée pleine de cahiers et de plantes fanées, et j'ai conduit jusqu'à ce que les panneaux d'autoroute indiquent la Californie. Quelque part entre les bornes kilométriques, j'ai cessé de me sentir comme une fille. J'étais autre chose maintenant. Stanford était une planète différente. Les gens là-bas ne mesuraient pas la valeur en attention, ils la mesuraient en découverte. J'appartenais à l'équipe de nuit du laboratoire, pipette, playlist, lumière fluorescente. Pour une fois, le silence ne signifiait pas la négligence. Il signifiait la concentration. De temps en temps, mon téléphone s'allumait avec le chat familial, des photos de vacances auxquelles je n'étais pas invité, la bague de fiançailles de Sophie, les légendes de maman à propos de « mes belles filles ». Je les parcourais avec la curiosité détachée d'une étrangère. Puis, un jour, un SMS est arrivé, juste pour moi, j'ai entendu dire que tu as terminé ton doctorat. Félicitations. Peut-être que maintenant tu peux aider ta sœur avec son idée d'entreprise. Pas de point d'interrogation après les félicitations, juste une attente. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Les années ont passé. Mon travail s'est transformé en une start-up, une petite entreprise de biotechnologie construite à partir de longues nuits et d'une foi obstinée. Mark Reynolds est arrivé à bord en tant que partenaire, vif, gentil, terre à accent grave terre. Nous avons construit quelque chose qui comptait, quelque chose de réel. Quand les investisseurs appelaient, ils m'appelaient Dr. Ray. Le même nom qui ne signifiait autrefois rien dans mon chat de groupe familial ouvrait maintenant des portes dans des endroits où il n'avait jamais mis les pieds. Le succès est venu tranquillement au début, puis tout d'un coup, des cycles de financement, des gros titres, une offre d'acquisition, et c'est alors que le bruit m'a retrouvé. Un ami a envoyé un SMS, ta mère vient de publier un message sur toi. J'ai ouvert Facebook pour la première fois depuis des années. Elle était là, Margaret et souriant fièrement à côté de Sophie. Si fière de mes filles. L'une dirige une entreprise. L'autre vient de faire une percée scientifique. Les sacrifices d'une mère sont enfin récompensés. Sacrifice. Le mot s'est posé comme du plomb dans ma gorge. J'ai regardé ce message jusqu'à ce que les bords soient flous. Ce n'était pas juste un mensonge, c'était une réécriture. Elle avait effacé des années de silence, les avait remplacées par une gratitude qu'elle n'avait jamais donnée. Pendant un moment, j'ai voulu commenter pour lui rappeler que je ne lui avais pas parlé depuis près de 10 ans. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas publié ça pour moi, elle l'avait publié pour elle-même. Alors, je n'ai rien fait. Et c'est ce qui l'a rendue folle. Quelques semaines plus tard, mon assistant a sonné à l'interphone. Linda, il y a une femme qui te demande. Elle dit qu'elle est de la famille. Je me suis figé. Famille. Le mot que j'avais enterré il y a des années. Faites-la entrer, ai-je dit, la voix stable mais le cœur battant fort. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai senti son parfum avant de la voir, vanille et culpabilité, les deux trop sucrés pour être réels. Elle était exactement comme dans mon souvenir, des cheveux impeccables, des perles, une confiance qui remplissait n'importe quelle pièce avant qu'elle ne parle. Linda, a-t-elle dit, les bras grands ouverts comme si c'était une réunion de famille, pas une intrusion. Je me suis levé lentement. Maman. Elle a jeté un coup d'œil autour de mon bureau, faisant l'inventaire, murs de verre, brevets encadrés,
le bourdonnement du succès. Alors, c'est là que se produit tout le génie, a-t-elle dit. Tu ne nous as même pas dit. Imagine ma surprise en lisant des articles sur ma propre fille dans Forbes. J'ai forcé un sourire. Tu aurais pu appeler. Oh, je l'ai fait, a-t-elle dit avec légèreté. Tu as changé de numéro. J'ai pensé que tu étais juste occupé, alors j'ai pensé que je viendrais te rendre visite. La famille devrait fêter ça ensemble, n'est-ce pas? Son ton dégoulinait de miel, mais ses yeux scannaient mon bureau, à la recherche de quelque chose. J'ai fait signe vers la chaise. Assieds-toi. Elle a ouvert son sac à main avec un soin délibéré et en a sorti une feuille de papier pliée. En fait, je suis venu parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que j'ai fait pour toi. Tous les sacrifices, les années à élever vos filles. Ça n'a pas été facile. Quelque chose de froid m'a parcouru la colonne vertébrale. De quoi parles-tu? Elle a déplié le papier et l'a fait glisser sur mon bureau. Ceci, a-t-elle dit en souriant. J'ai jeté un coup d'œil, des lignes dactylographiées, détaillées, frais de scolarité dans une école privée, repas, travail émotionnel, et en bas, un total soigné, $1 million. Ce n'était pas une blague. J'ai levé les yeux. Tu me demandes de te payer $1 million pour être ma mère? Son sourire n'a pas bougé, mais ses yeux se sont durcis. Pour tout ce que j'ai abandonné, pour toutes les choses que tu ne pourrais jamais rembourser. Son souffle s'est coupé. La famille ne fonctionne pas comme ça. La famille, a-t-elle rétorqué, la voix soudainement tranchante, la famille n'abandonne pas la femme qui leur a tout donné. J'ai avalé difficilement. Tu as choisi de m'avoir, maman. Les enfants ne doivent rien à leurs parents pour être nés. Pour la première fois, elle a hésité. Puis elle s'est penchée plus près. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. J'aurais pu avoir une vie, une carrière, un mari qui restait. Mais au lieu de ça, je t'ai tout donné. Ces mots ont résonné, mais quelque chose à l'intérieur de moi est resté immobile. J'avais vécu ma vie en essayant de ne pas la contrarier. Ça se termine ici. J'aiderai avec vos dépenses, ai-je dit doucement. Mais pas ça. Son visage s'est figé. Alors tu n'es plus ma fille. Elle s'est levée, a lissé sa veste et s'est dirigée vers la porte. Au niveau du cadre, elle s'est retournée. Ton père aurait honte de ce que tu es devenu. Et quand elle est partie, le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, vivant et heureusement définitif. Pendant longtemps, après que la porte se soit fermée, je n'ai pas bougé. Le bourdonnement de la climatisation a rempli le silence. Elle a laissé derrière elle un bruit blanc stérile qui ressemblait presque à la paix. Puis ça m'a frappé d'un coup, le tremblement, l'incrédulité, la douleur tranquille qui semblait plus vieille que mes os. Je me suis rassis sur ma chaise et j'ai regardé ce bout de papier sur mon bureau, $1 million. Une facture pour la maternité. Quand les larmes sont finalement venues, elles n'étaient pas bruyantes. Elles étaient mesurées, comme quelque chose que mon corps stockait depuis des décennies, qui fuyait finalement à travers une fissure. Le matin, je ne pleurais plus. J'en avais fini. Je suis entré tôt dans le laboratoire, avant le lever du soleil, avant que quiconque ne puisse voir le désastre sur mon visage. Les machines bourdonnaient doucement, stables et fidèles. J'ai commencé une nouvelle synthèse, j'ai écrit des notes avec la même précision que j'avais toujours eue, et je me suis dit que c'était comme ça qu'on guérit, avec l'ordre, avec la preuve, avec le sens. Le docteur Cruz m'a trouvé 1 heure plus tard, tenant une tasse de café. Elle m'a regardé, puis l'espace vide derrière mes yeux. Elle est venue, n'est-ce pas? Je n'ai pas demandé comment elle le savait. Elle savait toujours. Elle veut de l'argent, ai-je dit. $1 million. Le docteur Cruz n'a pas bronché. Et que veux-tu? J'ai réfléchi longuement. La paix, ai-je dit. Mais je ne pense pas qu'elle soit remboursable. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol de la salle de bain de mon bureau, portant toujours la robe couleur champagne de la fête, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine respirer. Le miroir en face de moi reflétait quelqu'un de calme, de détaché, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La femme qui avait construit une entreprise qui sauvait des vies se brisait doucement dans le coin de son propre succès. Je me suis souvenu de chaque dîner du dimanche où ma mère disait « Nous faisons tout pour vous, les filles », de chaque trajet silencieux en rentrant chez moi où j'essayais de la croire, de chaque fois que j'excusais sa cruauté comme étant du stress. Et soudain, je pouvais le voir pour ce que c'était, pas un sacrifice, mais un contrôle.
Elle a donné pour pouvoir posséder. J'ai envoyé un SMS à Marc, ne passe pas ce soir. J'ai besoin de réfléchir. 2 jours plus tard, j'ai rencontré mon avocat. Je lui ai dit de créer une fiducie pour ma mère, assez pour couvrir ses besoins de base, rien de plus. Des conditions strictes, ai-je dit. Elle ne peut pas toucher au capital. Pas de retrait au-delà de l'allocation mensuelle. Il a haussé un sourcil. Tu la protèges d'elle-même. J'ai secoué la tête. Je me protège d'elle. Les appels ont commencé la semaine suivante. Au début, ils étaient en colère. Tu vas le regretter, Linda. Tu ne peux pas m'effacer. Puis ils sont devenus des supplications. Je te pardonne, ma chérie. Envoie juste l'argent pour qu'on puisse à nouveau être une famille. Au 3e tour, ils sont devenus des menaces. Peut-être que les médias devraient savoir à quel point tu es ingrate. J'ai arrêté de répondre. Marc m'a regardé un soir assise sur le canapé, mon téléphone s'allumant sans cesse. Tu n'es pas obligé de les lire, a-t-il dit. Je ne le fais pas, lui ai-je dit. J'ai juste besoin de voir jusqu'où elle ira. Finalement, les messages ont ralenti. Le bruit s'est estompé en statique. Et un matin, il n'y a plus eu d'appels manqués, pas de nouveaux emails, juste du calme. Ce calme semblait mérité. 1 mois plus tard, le docteur Cruz m'a convoqué à nouveau dans son bureau. Tu travailles comme si quelqu'un te poursuivait, a-t-elle dit doucement. Est-ce que c'est fini? J'ai hoché la tête. Presque. Elle m'a tendu une enveloppe. Alors prends ce week-end. Va quelque part qui n'est pas construit à partir d'adrénaline. À l'intérieur se trouvait un billet imprimé pour une retraite côtière, un endroit où le bruit du laboratoire serait remplacé par des vagues. Ce soir-là, je me suis tenu près de la fenêtre de mon bureau, les lumières de la ville se reflétant sur le verre comme des étoiles lointaines. J'ai pensé à la femme qui m'avait élevé, à la façon dont elle avait confondu la peur avec l'amour et la culpabilité avec la loyauté. Et j'ai pensé à moi, enfin détaché, respirant enfin une vie qui n'était pas empruntée. La cérémonie d'acquisition a eu lieu 3 mois plus tard. Notre entreprise avait été évaluée à 80 millions de dollars. Investisseurs, journalistes, champagne, toute l'illusion du triomphe. J'ai souri pour les photos, serré des mains, dit tous les mots justes. Personne n'a vu la petite cicatrice sous la perfection, l'espace où j'avais coupé le dernier fil de son contrôle. Après les discours, je suis sorti prendre l'air. La nuit était fraîche, le vent du Pacifique assez fort pour donner une sensation de purification. Marc m'a rejointe, me tendant un verre d'eau au lieu de champagne. Ça va, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, et je le pensais. Mais la paix, j'ai appris, ne reste pas immobile longtemps. 8 années ont passé. L'entreprise a prospéré. Nous avons construit. Nous avons guéri. Nous avons vécu. Et puis, un matin d'automne, en traversant Seattle pour une conférence, je l'ai revue. Elle était assise sur un trottoir devant un café, une tasse en papier à la main, les cheveux gris emmêlés, les yeux ternes, mais reconnaissables. Pendant une seconde, j'ai oublié comment respirer. Le monde s'est tu de cette manière dangereuse qu'il avait l'habitude de le faire. Je me suis garé, j'ai acheté 2 cafés et je me suis assise à côté d'elle. Elle ne m'a pas reconnu au début. Puis elle a chuchoté, Linda, comme une question qu'elle avait peur de terminer. Nous avons parlé pendant 1 heure. Des demi-vérités, des fragments, des choses trop fragiles pour être nommées. Elle a dit qu'elle était malade. La fierté avait pris ce que le monde n'avait pas pris. Quand je suis parti, j'ai organisé de l'aide par le biais de la fiducie, pas en tant que fille remboursant une dette, mais en tant qu'humain refusant la cruauté. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là, mais j'ai cessé de laisser son histoire définir la mienne. Et quand je suis reparti, la ville avait l'air plus douce, comme si elle me laissait enfin partir. Je n'ai parlé de cette rencontre à personne pendant longtemps, ni à Marc, ni au docteur Cruz. Ça ne ressemblait pas à un secret, ça ressemblait à une clôture. Je n'avais pas à jouer un rôle. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale qui supervisait son cas. Ils ont dit qu'elle avait accepté l'aide, mais avait refusé de me lister comme personne à contacter en cas d'urgence. J'ai presque ri. Même à la fin, elle voulait avoir le dernier mot. Je ne me suis pas battu contre ça. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les petites grâces. Elle était en sécurité.
Elle avait de la nourriture. Elle n'était pas dans la rue. Le reste n'était plus mon travail de le réparer. Certains soirs, je m'asseyais sur mon balcon en regardant la ville, pensant à la façon dont la paix n'est pas bruyante. Elle ne rugit pas comme la vengeance ni ne s'écrase pas comme le chagrin d'amour. Elle bourdonne, stable et silencieuse, comme les machines du laboratoire qui maintenaient autrefois mon monde ensemble. Le docteur Cruz a pris sa retraite cet hiver. À son dîner d'adieu, elle a pris mes mains et a dit, « Tu as construit tout ce que tu souhaitais autrefois que quelqu'un construise pour toi. N'oublie pas de te reposer à l'intérieur. » J'ai promis que j'essaierais. Marc et moi avons fait grandir notre entreprise lentement, avec soin. Nous avons créé des bourses pour les filles en sciences, des enfants qui me rappelaient moi-même avant que le silence ne se durcisse. Chaque fois que Jean voyait une s'illuminer devant une percée, quelque chose en moi s'adoucissait également. Un matin, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une main tremblante. À l'intérieur, une seule ligne sur du papier ordinaire, « Merci pour le café ». Pas d'excuses, pas de signature. Et pourtant, c'était suffisant. Ce soir-là, je suis allé au lac près de notre ancien quartier. L'eau était calme, le genre de calme qui retient son souffle avant l'aube. J'ai chuchoté un adieu que personne n'a entendu et je l'ai laissé couler dans les ondulations. La liberté ne ressemblait pas à la victoire. Elle ressemblait au calme. Pour la première fois, j'ai compris que l'amour ne te guérit pas toujours. Parfois, il t'enseigne qui tu dois devenir sans lui. Les gens pensent que la clôture est une conversation, une fin soignée où tout le monde se serre dans les bras et pleure. Ce n'est pas ça. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre les excuses qui ne viendront jamais et que tu vis quand même. Je ne déteste pas ma mère. Je ne l'aime pas non plus. Je lui souhaite juste la paix quelque part loin de la mienne. Si tu as déjà dû te construire à partir du silence que ta famille a laissé derrière elle, sache ceci, tu ne dois rien à personne pour avoir survécu. Tu ne leur dois pas ton pardon pour rester libre. Partage ton histoire dans les commentaires. Quelqu'un là-bas a besoin de l'entendre. Et si cette histoire t'a trouvé, reste.